Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde en direct. Le Liban pourra-t-il se relever, confronté à une grave crise économique et politique ayant déclenché en octobre dernier de violentes manifestations pour dénoncer la corruption? Le pays du Cèdre s'enfonce chaque jour un peu plus. La dette atteint 92 milliards de dollars, 35,7% des jeunes sont aujourd'hui au chômage et la présence d'1,6 million de réfugiés liés aux conflits régionaux pèse lourdement sur l'économie libanaise. Alors dans ce contexte, le coronavirus, même s'il touche le Liban, mais s'il n'a fait à ce jour que peu de victimes dans ce pays d'environ 4,5 millions d'habitants, ce coronavirus est devenu secondaire pour les habitants. Alors si des aides internationales du FMI ou du Vatican sont attendues, sur place, la pauvreté, la faim et la colère gagnent du terrain. Dans ce pays du Moyen-Orient qui compte le plus grand nombre de chrétiens, l'Église elle-même, éprouvée par la crise, reste au service des plus pauvres, selon ses moyens, à travers notamment la distribution de colis alimentaires. Alors, malgré ce tableau assez noir, on verra aussi quelles sont les pistes porteuses d'espérance pour l'avenir du Liban. On fait le point avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, Antoine Fleffel. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes professeur à l'université Saint-Joseph à Beyrouth, mais vous travaillez ici, vous êtes en France et vous travaillez au sein de l'œuvre d'Orient. Vous êtes spécialiste des chrétiens d'Orient. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on va partir tout de suite pour le Liban, direction Beyrouth, en duplex, avec Oumaïma Farah, qui est déléguée générale de l'Ordre de Malte. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour Antoine. L'Ordre de Malte Liban. Alors vous agissez à travers des centres médicaux, sociaux, des unités médicales mobiles. On le voit bien, évidemment, cette grave crise, elle touche évidemment toutes les sphères des besoins des populations. Racontez-nous un petit peu justement quels sont les besoins de la population en matière de santé. Écoutez, déjà pour exposer rapidement, le Liban traverse une période qui est dramatique du fait de sa crise financière, comme vous l'avez dit, économique et sociale. Jamais depuis l'indépendance du Liban en 1943, ni même pendant la guerre qui a duré de 1975 à 1990, nous avons connu une situation aussi grave qui, en l'espace de quelques mois, a appauvri plus de la moitié de la population. Et en fait, la pandémie n'a fait qu'accélérer la dégradation de la situation, puisque ce pays qui est écartelé entre l'échec politique, la corruption généralisée, le clientélisme, l'incapacité de réformer les frontières poreuses, les éléments armés autres que l'armée libanaise, et aujourd'hui en plus le chômage qui touchait près de 40% des jeunes avant la pandémie, la monnaie qui a perdu plus de 3 fois son pouvoir d'achat, sans compter l'inflation et les restrictions bancaires. 55% des Libanais se trouvent en situation de précarité et 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 4 $ par jour. Alors dites-nous justement, donc ça affecte aussi évidemment la possibilité pour les Libanais de s'acheter des médicaments, ceux qui suivent des traitements notamment, c'est bien ça ? Oui, alors pour le moment, le médicament est encore là. On ne sait pas comment on va faire face à la pénurie de médicaments, surtout dans le milieu chronique. Et là, la pandémie a été un grand problème puisqu'il fallait quand même continuer à acheminer les médicaments vers ces personnes qui ne pouvaient pas elles-mêmes aller se les acheter. Donc nous, à travers l'Ordre de Malte, donc à travers sa structure qui est composée de 10 centres médico-sociaux, de soins de santé primaire et de 5 unités médicales mobiles, bientôt 7, qui fournissent tous les soins donc primaires, secondaires avec la couverture d'hospitalisation en gratuité totale à la population. Nous n'avons pas chômé un jour durant cette crise et nous continuons à nous battre et à décupler nos efforts parce que notre vocation et notre mission est d'être là où est la souffrance et c'est ce que nous essayons de faire à travers l'ensemble du territoire libanais, quelle que soit la race, la couleur ou la religion des personnes en souffrance. Alors si cette crise elle concerne bien sûr avant tout les Libanais, on n'oublie pas évidemment la question des réfugiés, environ 1,6 million, un habitant sur 3 qui vit aujourd'hui au Liban, qui vient de Syrie, d'Irak, il y a aussi des Palestiniens. Alors c'est évidemment un poids énorme pour l'économie, mais ces réfugiés, ils souffrent aussi évidemment de cette crise.
C'est certain d'abord que la présence massive de ces réfugiés est une des causes aussi de la crise dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Ce n'est pas la cause, mais c'est une des causes. Donc, qui génère des tensions sociales fortes en raison de la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles et économiques et aux services, notamment aux services de soins aussi. Donc, maintenant, si on veut cadrer ça pour la pandémie du Covid, là où il y a la présence accrue de réfugiés, donc en fait, notamment en Bekaa et dans la région du Nord, qui sont des régions hautes et qui sont déjà très appauvries, où l'accès aux soins est quand même assez limité. Les municipalités ont pris des mesures assez strictes face à ces réfugiés et à la population locale aussi. Donc, ce qui a permis que dans ces régions, jusqu'à ce jour, heureusement, il n'y a pas encore eu vraiment de cas. Parce qu'au cas où il y aurait eu un cas déclaré, vous pouvez imaginer l'amplitude de ce que ça pourrait être, vu que ce sont des tentes, des campements non officiels, donc où des tentes sont toutes placées les unes à côté des autres, et environ, en moyenne, il y a 10 personnes qui vivent dans chaque tente, et où l'accès à l'eau et aux sanitaires sont communs. Donc, heureusement, avec la grâce de Dieu, on n'a pas encore eu ce problème qui pourrait toujours encore se présenter avec le début du déconfinement. Merci beaucoup, Maïma Farah. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Ordre de Malte Liban. Merci, Stéphanie. Alors, Antoine, on l'entend bien, une crise multiforme avec cette question du coronavirus qui, finalement, passe au second plan pour les Libanais. Certains, en manifestant, disent que nous nous mettons face à ce virus, face à ce danger, mais entre le danger de mourir du virus et le danger de mourir de faim, nous préférons descendre dans la rue et essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, le Liban pourrait rester sur la même longueur d'onde que ce qui a été dit maintenant, fait face à un double danger immédiat de pénurie, une pénurie de médicaments et une pénurie alimentaire. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier cette situation de réfugiés, qui est une situation humanitaire intolérable, qui vient alourdir, mais la situation des Libanais n'est malheureusement pas très éloignée de la situation précaire des réfugiés. Aujourd'hui, la classe moyenne a quasi disparu. Si avant, les réfugiés avaient du mal à se nourrir ou à trouver du médicament, aujourd'hui, les classes moyennes ont des difficultés à y avoir accès. Et moi, je vois autour de moi tous mes amis du Liban qui étaient de classe moyenne ou presque aisée, qui aujourd'hui ne mangent plus de viande, qui se mettent à labourer leur terrain, ils plantent des pommes de terre, des oignons pour manger. C'est une situation dramatique. On peut se dire, oui, ça va passer, mais non, cela paraît structurel, parce que cette crise économique cache une crise beaucoup plus profonde. Et il faut éviter de tomber dans le piège de vouloir traiter seulement ce problème en donnant de l'argent, en injectant de l'argent, ce qui est de plus en plus compliqué, bien sûr, parce qu'on l'a fait les années passées à plusieurs reprises. Le problème structurel vient de la structure même de l'État libanais après la guerre de 75-90. Parce que depuis les années 90, il y a beaucoup d'organisations politiques ou d'organisations économiques avec l'occupation syrienne ou avec le régime confessionnel qui dégénère en confessionnalisme, c'est-à-dire en tribalisme, c'est-à-dire en clientélisme. Tout cela a fait que le Liban en est arrivé là. Donc, pour résoudre ce problème, il faut aller à la structure même. Il faut voir quel nouveau Liban il faut créer. Parce que le modèle actuel ne peut plus continuer, c'est impossible. Mais pourquoi ça explose maintenant? Parce qu'on l'entend évidemment depuis des années, qu'il y a des problèmes économiques, politiques. On se souvient de la crise des poubelles il y a quelques années. Il y a eu aussi des périodes sans gouvernement. Bon, dites-nous pourquoi là, ça explose? Parce que c'est un cumul. C'est un cumul et les gens au pouvoir ont à plusieurs reprises donné des gages à ceux qui donnaient de l'argent. Par exemple, la communauté internationale qui a donné à Paris 1, à Paris 2, à Paris 3, ces 3 conférences internationales qui ont aidé le Liban. Et maintenant, on attend l'argent de Cèdre. Sauf que ceux qui ont donné ont dit aux Libanais, vous prenez cet argent, vous faites des réformes. Alors, ces réformes attendues n'ont pas abouti. Deuxièmement, l'État, le gouvernement dit au peuple, ne vous en faites pas, on va trouver une solution ici, on va trouver une solution là. Et ces solutions n'arrivaient pas jusqu'en 2019, jusqu'au mois d'octobre, où les choses ont explosé. Les gens sont descendus dans la rue pour des raisons diverses et différentes. L'élément déclencheur, rappelez-nous brièvement. L'élément déclencheur, c'était une taxe sur WhatsApp que voulait imposer le gouvernement. Oui. Et puisque le peuple était de plus en plus appauvri, de plus en plus face au chômage, de plus en plus face à l'impasse politique, il n'a pas supporté cette chose.
choses et ils sont descendus dans la rue, selon des motifs différents, mais bien sûr, le motif économique était là. Et ce qu'on peut prendre comme idée principale de tous ces mouvements, c'est la confiance qui a disparu. Les gens n'ont plus confiance à leur gouvernement. Quand le politicien leur dit des choses, ils ne le croient pas, parce qu'entre des beaux discours avec de belles promesses et une réalité où on ne peut plus manger, où on ne peut plus envoyer son enfant à l'école parce qu'on n'a plus de scolarité, où on ne sait rien de l'avenir, les gens perdent tout à fait confiance. Qui pourra aujourd'hui rendre la confiance aux Libanais en un avenir? Ça, c'est la grande question, c'est le grand défi. Alors, il est où ce Liban message dont avait parlé Jean-Paul II lors de sa visite au Liban? Ce Liban souffre beaucoup, ce Liban message. Mais il faut savoir une chose, c'est que la faim n'a pas de religion, c'est que le corona n'a pas de religion, et c'est que ce séisme qui est en train de toucher le Liban touche tout le monde, même si dans certaines régions et chez certains partis, et vous voyez bien de qui je parle, les choses sont organisées d'une manière différente. L'ambiance générale est très sombre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des potentialités, parce que ce peuple souffre, mais parmi ce peuple, il y a des gens compétents, il y a des gens qui ont de l'espoir, il y a des gens qui veulent faire des choses. Nous en avons vu un exemple, nous en écouterons d'autres tout à l'heure. Des gens militent au Liban, militent à l'étranger pour trouver des solutions. Cela est possible, mais la situation est catastrophique et il faut agir très vite. Et la confiance, elle n'est plus là, malheureusement. Alors vous avez parlé tout à l'heure du confessionnalisme qui se développe. Rappelons rapidement le Liban qui est basé sur le système confessionnel. Le Liban est un pays confessionnel. La répartition entre les chrétiens et les musulmans se fait à parité dans la gouvernance. Après, ce sont les grands postes qui disent qui est le plus fort ou qui ne l'est pas. Tantôt, c'était les maronites, puis les sunnites, puis les chiites, maintenant, du fait de la conjoncture politique actuelle. Mais chaque confession est représentée selon son poids dans le pouvoir, en se fondant sur le dernier recensement qui a eu lieu en 1932. En tout cas, on garde 50-50. Elle a changé, c'est ça que vous voulez dire? La démographie a changé, bien sûr. Les chrétiens ne sont plus majoritaires au Liban, ils sont en dessous de 40%, certains même disent 35 ou 30%. Mais là n'est pas la question. Mais dans ce régime confessionnel, chaque confession qui y est essaie de trouver ses propres intérêts dans l'État. Et bien sûr, il faut rajouter à cela le pouvoir des partis aussi. Et cela se décline en clientélisme, en corruption, ce poste est à moi, donc je vais mettre les miens dans ce poste. Alors, de base, représenter les communautés dans un régime qui est toujours confessionnel, je veux bien, mais cela... Concrètement, des dérives, il n'y a que ça. C'est l'une des raisons principales de la situation où nous sommes. C'est cette corruption structurelle qui est dans l'État et ce clientélisme sur fond de confessionnalisme exacerbé. Il y a un siècle, le Liban a été créé et l'idée, c'était ce message. L'idée, c'était d'en faire une patrie de liberté et de convivialité. Un siècle plus tard, malheureusement, ce modèle s'effondre. Quel autre modèle allons-nous créer? Et il s'effondre partout, même chez les politiques chrétiens. C'est ce que vous dites aussi? Oui, partout, cela touche à tout le monde. Alors bien sûr, le Hezbollah dans ces régions a pris des mesures, étant donné que le Hezbollah a des capacités presque d'un État, un État qui est dans l'État, il a pris certaines mesures. Après, la question, c'est que jusqu'à quand ces mesures pourraient-elles tenir, tout en sachant que le parrain du Hezbollah, c'est l'Iran, et que l'Iran est aujourd'hui dans une passe très difficile internationalement. Alors l'Église, bon, elle souffre aussi, il y a des diocèses qui ont des graves difficultés financières, elle reste quand même au service des plus pauvres. Vous l'aviez bien dit tout à l'heure, selon ses moyens. Les moyens de l'Église ne sont pas des moyens d'État. L'Église fait comme elle peut, elle compte sur les gens qui donnent de l'argent pour aider, mais l'Église ne peut pas prendre la place de l'État. Même si l'Église maronite, par exemple, a eu historiquement une vocation d'être auprès de son peuple lorsque les situations politiques sont difficiles, et elles ont été très nombreuses. C'est toujours le cas, mais avec une conjoncture différente, avec des moyens beaucoup moins importants et avec une influence qui n'est plus celle qu'il y avait avant. L'Église maronite en 1920 a créé le Liban avec l'aide des Français. C'est elle qui en a défini les frontières, c'est elle qui en a défini la Constitution. Aujourd'hui, l'Église maronite n'a plus les mêmes moyens qu'elle avait avant. Elle en a toujours. Elle a un poids qui reste important dans le Liban, mais la phase du maronitisme politique, comme on l'appelait, et parfois d'une manière péjorative, est révolue. Le maronitisme politique, c'est-à-dire la prééminence des maronites au Liban, est une période qui a duré des années 20 ou de 43, si on prend l'indépendance, jusqu'à 89, jusqu'aux accords de Taïf. Mais depuis 89, nous sommes rentrés dans une autre phase de l'histoire du Liban, ce qu'on appelle le sunnisme politique, avec le Premier ministre Rafik Hariri, qui a duré des années 90 jusqu'au début des années 2000, et depuis,
nous sommes dans une phase qu'on appelle le chiisme politique au Liban, parce que c'est la communauté chiite, représentée surtout par le tandem Hezbollah-Amal, qui a le plus de pouvoir au Liban et qui est en train de pousser le Liban vers un endroit qui déformerait son identité première. Parce que faire du Liban... Son identité plurielle, c'est ça que vous nous dites. Son identité première, à partir de laquelle il a été fondé, qui est plurielle et qui est au croisement de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, avec un fort attachement au libéralisme économique et à l'Occident, mais aussi aux pays du Golfe. Mais faire du Liban un pays de cet axe de résistance qui commence au Liban, qui passe par la Syrie, qui arrive en Iran, est quelque chose qui ressemble à un tremblement de terre dans l'essence même de ce pays. Alors, il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est le système éducatif libanais, qui est aussi très touché par cette crise. Les écoles, elles sont fermées depuis mars, et 80% des écoles catholiques pourraient même mettre la clé sous la porte l'année prochaine, faute de moyens. Malgré leurs difficultés, certaines aident dans la discrétion des familles d'élèves. On écoute le témoignage de sœur Rania, directrice d'une école dans la région de Koura, au nord du Liban. On peut dire que les écoles sont en crise. Hier, on vient d'envoyer le bureau des supérieurs majeurs a envoyé une lettre ouverte au président Aoun pour dire que ça va mal. Il y a un risque que 80% des écoles ferment au début de l'année prochaine. Il faut dire que la crise n'est pas nouvelle, mais maintenant elle atteint son apogée parce qu'elle avait commencé avec une loi que le gouvernement avait fait sortir, la loi 46, qui avait changé toute la grille salariale des enseignants, et le poids lourd avait commencé dans les écoles. Maintenant, avec les manifestations du 17 octobre, aussi ça a aggravé la situation, et le sommet maintenant, ça a été avec la pandémie actuelle. Il faut dire que les parents passent une vraie crise, ils vivent une vraie crise économique, et ça se répercute bien sûr sur leur participation au règlement des scolarités dans les écoles. On craint qu'une centaine de milliers d'élèves quittent les écoles privées vers les écoles officielles. Donc, nous, dans mon collège, nous craignons la diminution du nombre et de nombre de classes. Mais dans d'autres écoles, les écoles moyennes et les petites écoles, comme les écoles subventionnées, les semi-gratuites, bien sûr, on craint qu'elles ferment. Au collège, nous avons à peu près 950 familles. Bien sûr, je ne connais pas tout le monde de près, mais disons la majorité. Actuellement, avec la crise du pays, il y a beaucoup qui sont passés à la pauvreté. Et c'est ce que j'appelle personnellement les nouveaux pauvres, les pauvres honteux qui n'ont pas la facilité de demander ce dont ils ont besoin. Alors c'est pourquoi nous, on connaît un peu l'historique des familles, les familles où le père est décédé, les familles qui déjà étaient avant la pandémie dans une situation difficile. On a été obligé de les contacter. Parce qu'on n'a pas attendu qu'ils appellent, parce que je crois que c'est très difficile pour eux de s'habituer à la demande. Donc, nous les avons appelés pour pouvoir accorder de l'aide, soit les médicaments, soit une aide financière, soit des colis alimentaires. Et bien sûr, il y en a qui ont refusé, mais il y a une grande partie qui a accepté. En quoi c'est un danger pour l'avenir du Liban, cet effondrement du système aussi, peut-être des écoles catholiques? Ce qui a fait l'essence de la vocation civilisationnelle des chrétiens d'Orient depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est le système éducationnel. Et c'est en cela que les maronites ont apporté beaucoup pour le monde arabe, parce que le système éducationnel qui a été créé au Liban a été l'occasion du renouveau du monde arabe au XIXe siècle. Et si le Liban s'est distingué au XXe siècle dans le Moyen-Orient, c'est parce qu'il offrait une éducation pour tous et une éducation de haut niveau. Et ceux qui ont fait cette éducation et qui ont fait que le Liban brillait, c'était les écoles catholiques. Et le réseau des écoles catholiques est très important en Orient et particulièrement au Liban. Aujourd'hui, 80% de ce réseau est menacé de fermeture, c'est-à-dire plus d'1 millier d'institutions scolaires. Et cela est particulièrement grave parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors certes, les gens vont envoyer leurs enfants
publique. Dans l'école publique, mais l'école publique n'a pas les capacités de cet accueil et à un niveau qui, très souvent, laisse à désirer. Alors on va quand même maintenant, après ce tableau assez sombre, Antoine, on va parler aussi de pistes d'espérance. Et on retrouve tout de suite depuis Beyrouth le père Fadi Daouf, qui est prêtre maronite, directeur de la fondation Adiane, qui œuvre auprès de toutes les communautés pour construire ensemble le pays. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les téléspectateurs et à notre cher ami Antoine. Bonjour Fadi. Merci d'être avec nous. Alors, dans ce mouvement citoyen qui a éclaté en octobre, on a vu beaucoup de jeunes dans la rue, des jeunes chrétiens, des musulmans, côte à côte. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces jeunes et qui sont-ils aussi ? Ces jeunes représentent surtout et avant tout, je dirais, un démenti par rapport à la raison d'être du système libanais, notamment après la fin de la guerre, depuis 1990 jusqu'en 2020 ou 2019, c'est-à-dire un démenti de la peur que les responsables politiques ont réussi toujours à instiller, à mettre en place pour justifier leur présence. N'oublions pas que malheureusement, 30 ans après la fin de la guerre civile, tous ceux qui gouvernent le Liban aujourd'hui sont ceux qui ont fait la guerre. Certains ont remis leurs armes, se sont transformés en partis politiques, mais toujours avec la logique milicienne. D'autres ont gardé leurs armes et continuent à gouverner le pays. Et donc, ils continuent à gouverner avec cette idée de faire peur les Libanais les uns des autres à partir des divisions confessionnelles ou religieuses. Les jeunes dans les rues depuis le 17 octobre, en fait, c'est un démenti par rapport à cela. C'est un effondrement de cet argument politique parce que les jeunes se sont retrouvés ensemble, chrétiens, musulmans ou incroyants même, avec un dynamisme citoyen incroyable qui a vraiment réussi un premier pas à faire tomber un gouvernement, mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire tomber tout le système. Donc, parce que le système a réussi à se régénérer et à venir de nouveau avec un nouveau gouvernement, avec la même logique politique qui continue à malheureusement bloquer tout le système dans le pays. Alors dites-nous, quel message, vous qui travaillez beaucoup avec ces jeunes, quel message vous souhaitez leur adresser ? C'est-à-dire, il est très difficile aujourd'hui de parler à ces jeunes, vous savez, parce que la situation est tellement difficile. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot effondrement. En effet, on est témoin de l'effondrement total du pays. Effondrement des banques, les gens n'arrivent pas à accéder à leur argent. Effondrement de la devise libanaise, les gens perdent plus que la moitié de la valeur de leur salaire. Effondrement des institutions éducationnelles et autres dans le pays. Donc, il est très difficile de parler à ces jeunes. Je pense aujourd'hui, on pense à 3 scénarios possibles qui pourraient redynamiser, disons, cette révolution du 17 octobre, mais qui sont tous les 3 très difficiles. Le premier, c'est une révolution à la soudanaise ou à la tunisienne qui réussit vraiment à prendre le pouvoir dans le pays, ce qui en fait est impossible. Ça s'est avéré impossible parce qu'au Liban, on a des milices armées qui peuvent tourner cette dynamique vers quelque chose qui ressemblerait au modèle syrien, c'est-à-dire sombrer dans la violence. Et donc, les jeunes se sont, je dirais, rétractés par rapport à ce premier scénario. Deuxième scénario, les jeunes se transforment en une opposition politique qui peut vraiment mettre au défi l'establishment politique actuel du pays. Et c'est extrêmement compliqué aussi parce que c'est un système politique dans le pays aujourd'hui qui est enraciné d'une manière extrêmement solide et réussit à résister. Et il n'y a aucune conscience d'intérêt national. C'est tous ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui. Et troisième scénario, en fait, c'est un peu la révolte anarchique qui manifeste une certaine revanche contre un système politique qui n'arrive pas à enlever de sa place. Et ça, c'est très grave aussi. Donc, vous me posez la question, quel espoir ? Oui. L'espoir, en fait, c'est dans les solidarités informelles qui se mettent en place aujourd'hui, de plus en plus, pour pallier et bien sûr sans pouvoir répondre à tous les besoins qui sont là dans le pays, mais des solidarités pour ne pas laisser les gens tomber seuls, en fait, tomber dans les rues de la famine, du manque d'accès à leurs propres ressources. Donc, mais ces solidarités informelles, elles sont juste transitoires. On est dans une phase transitoire qui ne peut pas durer trop longtemps, parce que dans cette situation-là, vraiment, le grand effondrement est là et on peut craindre le pire. Merci beaucoup, Père Fadi Daouf. Antoine, juste pour terminer, c'est quoi le message que vous adressez aux Libanais ? On a du mal à voir des lueurs d'espoir là. Quand on est chrétien, on espère contre tout espoir.
Et comme le dit saint Paul, là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. Je suis sûr qu'au Liban, il y a beaucoup de personnes qui ont les capacités de créer des lieux d'espoir, des lieux de solidarité. Malgré tout ça, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il s'agit aussi d'une vocation que les Libans portent. Certes, c'est très facile de dire ça quand on est à Paris et quand au Liban, la famine frappe à la porte de tous les gens, mais il ne faut jamais oublier que le Liban, que mes ancêtres maronites ont créé et qu'ils ont voulu créer avec les musulmans pour faire un exemple de convivialité, était un projet de liberté. Et il ne faut jamais oublier que ce projet de liberté doit rester la ligne de mire qu'ils doivent suivre. Un projet de liberté, mais bien sûr, pas une liberté anarchique, pas une liberté sentimentale ou pas une liberté à la lumière des moyens de communication aujourd'hui instantanés ou superficiels. Non, une liberté qui s'ancre dans une réflexion, qui s'ancre dans une action, qui s'ancre dans une droiture et qui s'ancre dans un espoir, en un avenir. Même si l'avenir paraît sombre, il y a certainement une lueur et il faut tenir face à tout ça pour enfin arriver au bon port. Et il y a l'appui de la foi aussi des Libanais. Bien sûr, les Libanais aiment beaucoup leur pays et tous sont attachés à leur pays. Il ne faut pas croire que seulement les chrétiens aiment le Liban, les chrétiens, les musulmans, les druzes, c'est leur terre. Et ils y sont là depuis plusieurs siècles et depuis plusieurs siècles, ces minorités qui existent étaient persécutées et cherchaient un espace de liberté. Il faut toujours voir vers cet idéal de liberté. Il est réalisable, mais il y a beaucoup à faire et la situation est très dure. Merci beaucoup Antoine Fleffel d'être venu nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler bien sûr de votre pays, le Liban. Et on sait que beaucoup de Libanais nous regardent aujourd'hui. Merci à tous. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On continuera bien sûr à suivre ce qui se passe au Liban. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Chantez au Seigneur un chant nouveau.